¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y gracias por conectarse a esta sesión Bonjour à informativa. tous. Merci de vous connecter à cette séance de COVID-19 dans les régions de l'Amérique latine. Je suis Sébastien Olliel du département de communication de l'OPS et cette séance durera 1 heure. Nous avons déjà reçu vos questions par courrier électronique et vous pourrez poser vos questions en direct et à travers le chat et à travers en cliquant sur Q et A. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous avons également l'interprétation simultanée vers l'anglais, vers le portugais et vers le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre à travers le bouton interprétation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de l'évolution de la pandémie dans la région et au sujet du COVID-19 et les risques que nous avons dans le contexte de l'été dans le continent du Nord et également en parlant des nouveaux variants. Aujourd'hui, avec le docteur Étienne, nous avons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Jairo du, directeur des incidents à l'OPS. J'invite le docteur Étienne maintenant, Carissa Étienne, à ce qu'elle prenne la parole. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse. La semaine dernière, le continent américain a signalé 1,1 million de nouvelles infections par la COVID-19 et 30 000 morts liées à ce virus dans notre région, ce qui nous fait arriver à un nombre de cas total de plus de 72 millions et d'environ 1,9 million morts. Ce sont des chiffres effrayants quand on prend en compte qu'à cette époque, l'an dernier, le monde entier n'avait signalé que 10 millions de cas et 500 000 morts. Ces derniers mois, ce virus a atteint pratiquement tout endroit du monde et a changé le cours de l'histoire. Et même si on observe un certain répit de la part du virus dans les pays de l'hémisphère nord, pour la plupart des pays de notre région, l'Amérique, la fin de cette pandémie est encore loin. En Amérique du Nord, les cas diminuent. Aux États-Unis, au Canada, au Mexique, même si certains États mexicains continuent à relater un certain nombre d'augmentations dans le nombre des infections. Beaucoup de pays en Amérique centrale, comme le Belize, le Panama, le Guatemala, ont enregistré une hausse de leurs infections dans certains départements. Et aux Caraïbes, Cuba, la République dominicaine et Saint-Kitts et Nevis ont vu leurs cas augmenter également. La situation en Haïti empire et les cas augmentent dans tout le pays, certains hôpitaux devenant débordés malheureusement. Les cas continuent à augmenter dans plusieurs pays sud-américains comme en Colombie, en Brésil, en Bolivie et en Uruguay. Et les hôpitaux doivent relever le défi de l'expansion de leur capacité dans le secteur des urgences. Tandis que même si les infections baissent en Argentine, les cas sont toujours assez nombreux. Les perturbations des services de santé essentiels sont monnaie courante dans la région. 29 pays des Amériques signalant des perturbations de la moitié de leurs services de santé. Malgré ce cadre, cet état des lieux préoccupant, une seule personne sur 10 en Amérique latine et dans les Caraïbes ont été vaccinées complètement contre la COVID-19 et c'est une situation inacceptable. Le week-end dernier, l'OPS a contribué à la livraison d'1,5 million doses de vaccins à ARN messager qui sont arrivés au Honduras comme partie du gouvernement, c'est une partie de l'engagement du gouvernement américain de partager les excédents avec des pays de notre région. Et nous attendons encore 20 millions de doses que les États-Unis doivent livrer à nos pays dans la région ces prochains jours.
Les pays de la région se battent pour contenir la diffusion de la COVID-19, mais ils commencent à se préparer à relever un autre défi, les variations saisonnières. Parlons d'abord, commençons par les voyages d'été et leur impact potentiel sur la transmission. Avec leurs enfants en vacances, beaucoup de pays doivent faire un choix. Comment vont-ils passer leurs 3 mois d'été? Comme les vaccinations augmentent dans l'hémisphère nord, les restrictions au voyage sont levées et les destinations de voyage sont réouvertes pour les touristes. Plusieurs pays, plusieurs familles pensant réserver sur les lieux de vacances. Mais il faut nous rappeler que même si les vaccins nous protègent contre le pire de ce virus, même ceux qui sont vaccinés peuvent tomber malades et répandre la COVID. Vu les lacunes dans la couverture du vaccin et le risque encore imminent d'infection, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour voyager, surtout dans les endroits où il y a des épidémies l'épidémie est encore active et où les capacités hospitalières sont encore limitées. L'arrivée de l'été marque également le début de la saison des ouragans et cette saison, la saison des ouragans de cette année, arrive au moment où l'épidémie empire aux Caraïbes et en Amérique centrale, et ce qui rend les préparatifs contre les tempêtes tout à fait vitales. Ces 5 dernières années, les Amériques ont connu plus de 550 événements climatiques extrêmes qui ont touché plus de 190 millions de gens, et le potentiel de dévastation est encore plus élevé dans le contexte d'une pandémie. Donc, la réduction des risques commence par des systèmes d'alerte efficaces pour que les gens sachent quand il vaut mieux rester à la maison ou quand il vaut mieux évacuer. Les pays devraient aussi penser à équiper leurs hôpitaux et à augmenter la capacité d'accueil de leurs refuges pour réduire le potentiel de transmission, y compris entre membres d'une même famille, vu que la distanciation sociale et la ventilation adéquate deviennent difficiles dans le contexte d'une tempête. Maintenant, il faut augmenter, c'est le moment d'augmenter la coordination au sein des services de santé publique, de la protection civile et des équipes d'urgence qui pourraient être appelées à intervenir dans le cas d'une tempête. Donc, faire des stocks, et c'est aussi essentiel pour que les équipes d'urgence puissent disposer de l'équipement de protection personnelle et des fournitures pour pouvoir traiter les patients de façon adéquate. Plus au sud, il nous faut nous préparer pour les risques que le temps froid apporte. Au cours du dernier hiver et de la saison de la grippe, des mandats ont été publiés pour ordonner aux gens de rester à la maison. Ces mesures n'ont pas seulement aidé à réduire les infections de la COVID, mais ont contribué à l'arrêt de la diffusion de la grippe saisonnière, un phénomène qu'on n'avait jamais vu auparavant. La saison de la grippe cette année arrive à un moment où les infections de la COVID sont plus élevées, mais les mesures de santé publique sont plus légères. Donc, ce n'est pas surprenant que nous ayons déjà observé le retour d'infections comme le virus respiratoire syncytial chez les enfants. Plus que jamais, les pays doivent renforcer leur système de surveillance pour surveiller la diffusion des virus respiratoires. L'expérience de l'an dernier a montré également l'expérience des mesures de santé publique et d'hygiène, comme se laver les mains, porter un masque pour limiter la diffusion des infections. Nous connaissons maintenant la valeur de la protection des plus vulnérables. Donc, nous exhortons les pays à penser à augmenter, accélérer leur programme de vaccination existant pour protéger ceux qui sont les plus exposés, autant à la grippe qu'à la COVID. Plus de 13 pays dans notre région ont déjà commencé leur campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et plus de 80 millions de gens ont déjà été protégés contre cette grippe. Mais il nous reste encore beaucoup à faire pour limiter la transmission de la COVID et d'autres maladies respiratoires.
pour terminer, j'aimerais insister sur le fait que ces changements saisonniers vont nous apporter de nouveaux défis pour affronter la COVID, mais ce sont des risques que nous connaissons et auxquels nous pouvons nous préparer. Nous savons ce qu'il faut pour, au niveau des mesures de santé publique, pour qu'elles soient efficaces. Nous avons la volonté et nous engageons à mettre en place ces mesures, surtout quand les réserves de vaccins sont encore en retard. Notre région est résiliente et elle est connue pour ses valeurs du panaméricanisme et de solidarité. L'OPS va s'engager pour prendre en compte nos ressources collectives pour garantir que cette pandémie va disparaître rapidement. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous allons maintenant répondre aux questions qui nous ont été envoyées par le courrier électronique et que vous nous avez envoyées à travers le Q&A. N'oubliez pas de nous poser vos questions. La première question qui nous est arrivée nous vient de Melissa Novinha. Melissa Godinho, en anglais. Magazine. Est-ce que la COVID-19 et la mutation Delta est suivie dans la région? Est-ce que les vaccins inoculés permettent de protéger ces nouvelles mutations du virus? Je voudrais commencer par souligner que l'OPS a découvert que l'impact des variants préoccupants sur l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 est minimal. Nous avons examiné de façon très précise ce phénomène depuis juin 2020, lorsque nous avons lancé le réseau régional de surveillance génomique conçu pour détecter et suivre tous les nouveaux variants émergents du virus qui causent la COVID-19. Au moins 23 pays et territoires ont participent à ce réseau, y compris 6 laboratoires de séquençage désignés au Brésil, au Chili, au Panama, au Mexique, à Trinidad et Tobago et le CDC d'Atlanta aux États-Unis. Donc le résultat de ces efforts, c'est que plus de 52 000 séquences virales issus d'Amérique latine et des Caraïbes ont été partagées dans des banques de données mondiales. Cette initiative de l'OPS a permis de détecter tous les variants préoccupants, y compris l'alpha, le bêta, le gamma, le delta, donc parmi d'autres variants. Dans la région de l'OPS, 43 pays et territoires ont signalé des cas du variant alpha, 18 pays ont signalé des cas du variant bêta, 29 pays ont signalé des cas du variant gamma et les cas du variant delta ont été détectés en Argentine, à Aruba, au Brésil, au Canada, au Chili, en Guyane française, en Guadeloupe, en Martinique, au Mexique, à Puerto Rico, aux États-Unis, à Barbados, au Pérou et à l'île néerlandophone de Saint Martin. Nous continuons à surveiller de près ces variants grâce à nos systèmes de surveillance dans chacun des pays, grâce à nos canaux officiels de règlement de la santé internationale. Nous avons confiance que les vaccins qui ont été approuvés contre la COVID-19 fonctionnent et qu'ils nous protègent contre les hospitalisations innombrables et les morts. Cependant, aucun vaccin n'est à 100% efficace. Donc, il y aura de très peu de cas, même chez ceux qui ont déjà été vaccinés. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend, ce n'est pas une surprise. Cependant, l'impact pour la santé publique de la vaccination est indéniable et nous le constatons dans les endroits où la couverture est importante. Plus les gens sont vaccinés, moins ils deviennent malades, ou en tout cas de façon moins sévère. En fin de compte, ça a un impact sur la transmission et cela nous protège à tous. En ce moment, très peu d'endroits peuvent maintenant profiter du potentiel d'une vaccination complète. Et il y a encore beaucoup de retard dans notre région. C'est inacceptable et l'émergence de nouveaux variants rend encore plus urgent
la fourniture de vaccins aux endroits où la transmission est la plus élevée. Donc, pendant que nous essayons d'augmenter la couverture du vaccin, il est crucial que les mesures de santé publique qui servent à contrôler la transmission soient maintenues. Ces mesures fonctionnent, quel que soit le variant alpha, bêta, delta. Plus le virus est transmis, plus il est probable que des changements ultérieurs et des variants surviennent. Donc, il est important nous employons tous les moyens connus pour combattre la diffusion de ce virus, indépendamment des variants. Et il faut que nous le fassions jusqu'à ce que nous soyons capables de vacciner la majorité de nos populations. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous avons beaucoup de questions que nous avons reçues, que nous continuons à recevoir sur le variant Delta. Et nous passons à la question de Inés Capdevila de la Nation en Argentine qui nous dit, de Alejandro Rincón Moreno de F Verifica et Tania Smith-Catois de The Tribune aux Bahamas. Inès nous demande dans quel pays avez-vous enregistré la plus forte incidence du variant Delta et pensez-vous qu'il pourrait devenir le variant prédominant dans la région? Alejandro nous demande d'où vient le variant Delta plus et quand a-t-il été détecté? En quoi diffère-t-il du variant Delta et ce variant va-t-elle prolonger l'urgence sanitaire actuelle? Et quel est le risque réel pour l'Amérique latine avec les variants Delta et Delta plus? Et Tania veut savoir si Delta est le variant qui prévaut aux Bahamas et veut savoir également si Delta est une menace actuellement dans notre région. Docteur Mendes, pouvez-vous répondre? Merci beaucoup pour ces questions. Je vais essayer de les compiler pour une seule réponse. Tout d'abord, et comme le docteur Etienne l'a dit, ce variant Delta a été détecté dans notre région, mais néanmoins, jusqu'à maintenant, il est lié à une transmission communautaire qui est limitée, tandis que d'autres variants ont une transmission communautaire. Il est difficile de prédire quel sera l'impact de ce variant. Nous avons des exemples, par exemple, comme des variants comme Alpha, qui ont une autre capacité de transmission, qui sont entrés dans la région et qui ont été prédominantes d'une manière transitoire dans certains pays, qui ont été remplacés par d'autres variants tels que Gamma, etc. Donc, comme le C37 également, lambda. Comme le docteur Etienne a dit que les mesures de contrôle doivent se résumer à essayer de freiner la transmission en utilisant tous les outils disponibles qui ont démontré leur efficacité également, la distanciation sociale, l'utilisation de masques, etc. et la vaccination quand celle-ci est disponible. Concernant le variant Delta et Delta plus, c'est une très bonne question. Ce variant a été notifié à partir d'octobre 2020 en Inde et a été détecté dans 95 pays. Ce variant a été désigné comme un variant préoccupant. Mais néanmoins, il est important de dire qu'il n'y a pas la dénomination de Delta plus. Mais oui, Delta, c'est un nom qu'on a commencé à appliquer d'une manière officielle dans certains médias pour se référer à certains changements du variant qui peut produire certaines modifications subtiles, mais qui continue à être le même variant qui est le variant Delta. C'est juste pour éclaircir que le variant Delta plus n'existe pas, que nous n'avons que le variant Delta. Concernant ce variant, en effet, on a vu que sa capacité de transmission est 1,2%
plus important que d'autres variants, mais il faut tenir compte qu'il ne s'agit pas du dernier, de seul facteur qui compte. Et tout ce qui a été fait jusqu'à présent montre que les mesures sont efficaces contre la transmission du virus. C'est pour cela que l'on insiste, indépendamment du fait de quel est le variant, nous conservions toutes les mesures de contrôle telles que nous l'avons dit. Concernant le risque pour les Amériques, spécifiquement concernant le variant Delta, l'urgence est un phénomène normal, espéré, attendu pour ce genre de virus concernant son évolution. Et ceci se passe à un niveau mondial à partir du début de la pandémie. Bien évidemment, il y a le risque que le variant Delta ou d'autres variants se dispersent et deviennent prédominants. Mais les mesures de contrôle pour n'importe quel variant continuent à être les mêmes et nous devons nous concentrer sur ça, sur empêcher la transmission. Donc, il faut continuer à surveiller et ceci nous fera gagner du temps, non seulement concernant les urgences, mais également les changements de la maladie qui puissent avoir un impact négatif. Concernant la prévalence de Delta aux Bahamas, je réponds en anglais. Régulièrement, nous avons plus d'informations pendant les semaines prochaines. Par exemple, des échantillons ont été envoyés par séquençage dans les laboratoires ces dernières semaines. J'espère d'avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour avoir répondu à toutes ces questions. La question suivante nous vient de Emilia Wexler, journaliste du Clarín, qui dit afin d'empêcher ou de retarder l'entrée du variant Delta, l'OPS recommande la fermeture totale des frontières ou l'isolement dans les hôtels pour les passagers rentrant dans le pays. En Argentine? Docteur Ugarte, merci pour cette question. Cela dépend du niveau de tolérance du risque dans les pays. Les autorités peuvent prendre des décisions qui se basent sur les capacités du système de santé pour détecter les risques pour la quarantaine des contacts et pour le traitement des patients à différents niveaux des services de santé, surtout la disponibilité des lits d'hôpital, etc. Ainsi, il est nécessaire de mettre à jour l'évaluation des risques et basé sur cette évaluation des risques, on peut prendre les décisions qui varient. Une des décisions, c'est celle que tu as mentionnée, la fermeture complète des frontières, des voyageurs internationaux. Une autre manière ou une autre option peut être la fermeture en montrant de quel pays l'accès sera limité en tenant compte qu'il y a une proportion plus importante de ce variant qui circule dans des pays ou d'un autre variant. Et ainsi, on peut prendre également d'autres mesures telles que permettre l'accès des voyageurs, mais avec une surveillance du point de vue, comme par exemple la quarantaine surveillée ou la surveillance, par exemple, des rapports à travers des rapports des passagers qui arrivent dans le pays. En tenant compte de la situation de plusieurs pays et qui changent à cause de la présence de ces variants, surtout des variants préoccupants, et en tenant compte qu'il s'agit d'une responsabilité partagée, nous faisons un appel aux pays qui ont une proportion élevée de la circulation de ces variants. Qu'ils prennent une décision ou de limiter de manière significative des voyages de leur pays vers d'autres pays ou qu'ils ferment leurs frontières. Mais c'est une décision qui doit être prise par les deux côtés, aussi bien le pays d'origine que le pays de destination. C'est-à-dire fermer les frontières, ce n'est pas une garantie que
le virus entre au pays parce que dans à beaucoup d'occasions, nous avons vu que le virus est déjà dans le pays, installé dans le pays. C'est pour cela qu'il faut prendre des mesures au sein de nos pays parce que ce variant est déjà présent, comme Jairo l'a dit, ce variant est déjà présent dans beaucoup de nos pays. Merci beaucoup, docteur. Les questions suivantes nous viennent de Emilia Wexler du Clarín et de Blanca Valadez du Mexique nous demandent est-ce que l'OPS approuve l'utilisation de CanSino comme seconde dose de Sputnik? Et Blanca Valadez nous pose également une question sur CanSino. Pourquoi CanSino a-t-il été disqualifié par l'OMS? Quelles sont ses limites? Et une autre question qui nous vient d'Emilia qui nous dit quand recommandez-vous d'administrer la deuxième dose d'AstraZeneca? Dois-je attendre les 3 mois ou dois-je l'administrer plus tôt? Docteur Barbosa, merci pour ces questions. Je vais commencer par à répondre à la dernière question. Le groupe qui donne les recommandations à l'OMS, qui est le groupe stratégique des experts CJ, de par l'acronyme en anglais, fait toutes ces recommandations pour l'utilisation des vaccins. Et nous suivons ces recommandations. La recommandation pour l'utilisation d'AstraZeneca, on nous recommande que la deuxième dose peut être appliquée entre les 8 et les 12 semaines après la première dose. La recommandation d'utiliser la limite 2 semaines peut rendre plus facile l'accès parce que le pays peut administrer plus de doses à plus de personnes. Et toutes les études nous montrent que la protection ne change pas. Au contraire, certaines études nous suggèrent que le plus que l'on applique le délai, c'est-à-dire les 3 mois entre la première et la deuxième, ceci peut atteindre la meilleure protection possible. Donc, il n'y a pas de problème à utiliser la période ou le délai de 3 mois entre la première dose et la deuxième dose d'AstraZeneca. Au sujet de la question posée sur CanSino et Sputnik, le fonds renouvelable de l'OPS, COVAX, qui le fait conjointement avec l'UNICEF, l'acquisition des vaccins pour notre cas de l'OPS pour être distribués dans la région des Amériques en représentant ce fonds, nous n'utilisions que l'acquisition de vaccins qui ont déjà l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS. Le vaccin de Sputnik a commencé le processus. Les procédures sont en suspens jusqu'à éclaircir certains problèmes que nous avons détectés à l'usine de production, un des 4 sites de production du vaccin Sputnik. Lorsque le produit passe ou puisse faire ces changements et nous fournisse toutes les informations, le processus va suivre, mais jusqu'à aujourd'hui, le vaccin Sputnik n'a pas obtenu l'utilisation, le permis d'utilisation d'urgence. Concernant CanSino, l'OMS n'a ni qualifié ni disqualifié parce que le vaccin CanSino n'a commencé le processus que ce mois-ci, en juin. Donc, il y aura une inspection au sein de l'usine et revoir tous les documents jusqu'à ce que l'OMS n'ait terminé le processus d'évaluation de Sputnik et de CanSino, nous ne pouvons pas acquérir ces vaccins à travers le fonds renouvelable et nous n'avons pas d'informations pour pouvoir parler de ces vaccins. Par conséquent, il faut attendre que ce processus soit achevé. Merci. Merci, Dr. Siro. Maintenant, nous passons à une question en direct de Karine Joseph, en anglais. Karine Joseph est éditeur de Antigua et Barbuda à Observer. Merci beaucoup, Sébastien. Merci aux panélistes qui me reçoivent ce matin. Antigua et Barbuda a eu 0 cas. Cependant, ça devrait augmenter il y a quelques semaines et dans la région. Et la cause, est-ce que l'OPS a un conseil pour limiter les risques de l'introduction de nouvelles infections au sein de la population? Et la Florida
ne veut pas de dépistage de tests de touristes. Merci, Rachel Scott, Richard Scott. de Bahamas, question, et Justin Brown ont des questions similaires. Dr. Lugart, est-ce que vous pourriez répondre, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup pour ces questions qui sont très opportunes. J'aimerais commencer en soulignant que si la décision d'ouvrir au tourisme a été prise par les autorités en Floride, nous comprenons que cela a été le résultat d'une évaluation des risques et comme une conclusion d'une tolérance au risque du pays dans le contexte où la transmission locale et la dissémination ne peut pas être exclue, mais j'aimerais souligner cela. Mais l'importation de cas et la diffusion ultérieure ne peuvent pas être exclues, elle peut être réduite, mais dans ce point de vue, les autorités doivent avoir mis en place des mesures pour minimiser la dissémination locale par une détection précoce, par l'isolement de cas suspects, par des mesures de quarantaine et également des traitements précoces de patients, leur identification bien sûr, et l'usage d'équipements de protection personnelle, l'usage de masques par exemple, l'information au public, grand public, aux touristes, adoption de distanciation sociale, application autant aux touristes et à la population locale, et la décision des autorités de Floride pour les passagers des croisières est tout à fait en phase avec ce que l'OPS et l'OMS ont recommandé ou recommandent. Nous ne recommandons pas l'exigence de preuve de vaccination pour le début d'un voyage international. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'abord, le peu de disponibilité des vaccins dans plusieurs pays, de nombreux pays. Autre raison, c'est que nous savons que les vaccins n'empêchent pas l'infection, même si plusieurs rapports montrent que ça réduit le taux de transmission, surtout pour les gens qui commencent les voyages internationaux, et ils reçoivent généralement suffisamment d'informations sur les vecteurs de transmission chez les gens vaccinés et il y a plusieurs considérations déontologiques qui doivent être prises en compte au niveau de la sensibilité au vaccin. Pour le trafic des navires de croisière, grande prudence parce que la dynamique de la diffusion des virus sur les bateaux de croisière est très particulière. Donc, les pays qui reçoivent des bateaux de croisière, des navires, des paquebots de croisière, doivent être prudentes. Parce que l'importation, la détection précoce, mais également la diffusion du virus au sein des communautés locales. Donc, les décisions doivent faire l'objet d'une évaluation du risque. Merci, docteur. La question suivante nous vient du Kia, Gerson Conyave, le commerce au Pérou, qui nous dit au Pérou, 400 000 personnes n'ont pas pu appliquer la deuxième dose du vaccin. Comment ceci a un impact face à la circulation du variant, surtout du variant Delta? Docteur Barbosa, merci beaucoup pour cette question. Ce n'est pas seulement à cause du variant, c'est vraiment une préoccupation parce que ça concerne tous les variants et le virus original. S'il s'agit d'un vaccin à 2 doses, vous ne serez protégé que si vous avez pris les 2 doses. Donc, c'est important, non seulement au Pérou, mais dans tous les autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Nous avons reçu des informations qu'il y a un décalage entre les personnes qui ont pris la première dose et ceux qui ont reçu la deuxième dose. Et ceci est très important. Il s'agit d'un rôle de la santé primaire. Il faut identifier quelles sont ces personnes.
pourquoi elles ne vont pas prendre la deuxième dose du vaccin? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir plus d'informations? Est-ce que la difficulté, c'est de se rendre au dispensaire pour la deuxième dose? Et ceci est valable pour tous les variants et pour le virus original. Il est essentiel, par conséquent, que l'on ait les deux doses, il faut identifier quelles sont les barrières, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire davantage pour que tout le monde puisse compléter sa protection. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Dick Montgomery du Financial Vivienne Times. Lang du Financial Times qui demande. Qu'est-ce que l'on sait du variant lambda et comment on peut le comparer à d'autres variants quant à la contagion et si est-ce que son origine au Pérou peut justifier les doses élevées de la pandémie et dans quels autres pays de la région a été détecté ce variant. Docteur Mendes, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette question concernant ce variant qui a été classifié comme un variant du variant lambda. La première section de ce variant a été identifiée entre novembre et décembre, qui ont été trouvés au Pérou. Détecté au Pérou jusqu'à maintenant, ce variant a été détecté dans 8 pays d'Amérique latine, mais néanmoins, la détection a été sporadique dans la plupart des pays, la transmission communautaire, surtout au Pérou, qui atteint 82 de la séquenciation qui a été reportée et au Chili, avec un peu plus de 32 de la séquence reportée entre le mois de mai et juin. Dans d'autres pays, il y a la circulation comme en Argentine, mais néanmoins, la circulation a été moins importante, un peu moins du 4% des séquences. Et dans des pays comme en Argentine, comme par exemple d'autres variants comme P1, gamma, etc. Jusqu'à présent, il n'y a aucune évidence pour dire que le comportement est plus agressif du variant lambda. Il est possible que la capacité de transmission ait été augmentée. C'est un phénomène qui n'a pas été étudié suffisamment. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire de comparaison avec d'autres variants tels que gamma ou delta. Nous insistons énormément sur le fait que ceci répond à beaucoup de facteurs, non seulement la capacité de transmission du virus. À cause de cela, nous devons insister pour les efforts contre la transmission, essayer de diminuer la transmission indépendamment du variant qui circule et utiliser tous les outils disponibles pour et bien évidemment, toutes ces mesures combinées à la vaccination seront efficaces. Jusqu'à présent, j'insiste sur le manque d'études, mais nous n'avons aucune évidence pour penser que les vaccins ne soient pas en train de fonctionner, de marcher ou d'être utiles contre ce variant ou d'autres variants. Et comme l'a dit le docteur au début, la vaccination continue à être un des outils les plus puissants que nous avons. Merci. Pour la question suivante, je passe la parole à Lucia Capucci, journaliste italienne du journal Avvenire. Est-ce que tu nous entends pour poser ta question? Nous ne t'entendons pas, Lucia. Nous avons un problème technique, mais je vais lire les questions que nous a envoyées Lucia. La question sur la situation de la pandémie en Amérique latine et pourquoi l'Amérique latine est devenue et reste l'épicentre de la pandémie. Docteur Ugarte, pouvez-vous répondre à cette question? Merci beaucoup, Sébastien. Tout d'abord, j'aimerais dire que nous avons utilisé le terme épicentre pour souligner la présence de plusieurs cas en Amérique latine et aux Caraïbes. Et ainsi, nous avons utilisé non pas
comme à partir d'où les cas sont disséminés. Mais nous avons vu que simultanément dans plusieurs régions, dans notre hémisphère nord, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique et dans d'autres régions, il y a des zones où il y a une augmentation significative de cas. Et nous l'avons vu, mais proportionnellement dans notre région, conformément à nos analyses, nous avons identifié énormément de cas à cause de l'informalité, la culture, au sujet de l'utilisation de masques et la difficulté de mettre en œuvre les recommandations de la santé publique lorsque beaucoup de personnes dépendent de revenus quotidiens pour pouvoir faire manger leur famille. Et parce que ces pays ne pouvaient pas continuer la fermeture des établissements. Et juste après que les établissements ont été ouverts et que les ouvertures des frontières, etc., y compris le peu de disponibilité de masques et d'équipements de protection individuelle pour le personnel soignant, etc., tout cela ont eu et ont un impact significatif sur notre région. Que si nous le comparons à d'autres régions, nous sommes être énormément touchés, mais néanmoins les nouveaux cas et les rapports de nouveaux cas et de nouveaux décès dans notre région ont une proportion toujours très élevée à un niveau mondial. Ceci veut dire que nous continuons dans une période d'une transmission très élevée et la réponse au COVID-19 est la priorité en même temps que nous gérons continuellement que pour obtenir plus de vaccins, pour arriver à une immunité collective et que la population soit plus protégée. Mais nous aurons des poussées sporadiques et ceci va se passer dans plusieurs zones de notre région, surtout dans ceux qui mettent et même dans ceux qui sont en train de mettre en œuvre d'une manière significative la vaccination et cela aura un impact sur la transmission du virus. Merci beaucoup, docteur. Nous avons plusieurs questions liées au vaccin cubain et au Venezuela. Nestor, responsable de la Voz d'Americana en Équateur, comment on voit l'OPS concernant ces vaccins cubains et ainsi quelles sont les perspectives pour la région en tant que contribution pour la lutte contre le COVID. Et Gabriel Castilla nous demande sur le chat, nous dit l'OPS autorise-t-elle des études pour le vaccin cubain, comme si au Venezuela, pardon, docteur, pas à Cuba, mais au Venezuela, je me corrige. Merci beaucoup. Bien évidemment, il y a toujours beaucoup de curiosité au sujet des nouveaux vaccins. L'OPS reconnaît tous les efforts qui ont été menés dans des pays d'Amérique latine et ceci est très important. Tout cet effort qu'ont déployé Cuba et d'autres pays de la région, ce sont des efforts qui sont les bienvenus parce que notre région, malheureusement, l'Amérique latine et les Caraïbes passe par une vulnérabilité. Il y a une grande difficulté à importer des vaccins, des équipements de protection et de médicaments. Donc, il est important d'enregistrer et de dire qu'il est très important qu'il y ait des projets de développement de vaccins dans la région. L'OPS n'autorise pas ou ne valide pas. Ce qui se passe en Amérique latine, c'est que le Fonds renouvelable de vaccins de l'OPS ne peut acquérir des vaccins que lorsqu'il y a l'autorisation d'utilisation d'urgence
octroyée par l'OMS. Donc, cette évaluation qui est faite de la part de l'OMS, sans cette autorisation, nous ne pouvons pas l'inclure pour l'acquisition à travers le fonds renouvelable et ce vaccin ne sera pas compris dans l'acquisition. Des vaccins qui n'ont pas cette autorisation ne peuvent pas participer au mécanisme COVAX. Il est important, par conséquent, que les producteurs de ces vaccins, une fois que toutes les études de la phase 1, 2 et 3 soient achevées, puissent publier ces données pour que d'une manière publique, la communauté scientifique puisse évaluer et connaître ces données. Et deuxièmement, s'ils sont intéressés à proposer le vaccin à travers du mécanisme COVAX, tous ces vaccins seront les bienvenus pour le mécanisme COVAX et il faudra demander l'utilisation d'urgence de la part de l'OMS. Pour ceci, il sera nécessaire de faire une inspection et une vérification pour être certain que la production est en accord avec les bonnes pratiques de fabrication du vaccin et une évaluation complète et détaillée de tous les essais cliniques de la phase 1, 2 et 3. Par conséquent, certaines décisions de certains pays pour utiliser des vaccins, tous les pays peuvent prendre cette décision, mais bien évidemment, nous recommandons que les autorités réglementaires des pays puissent fournir des informations transparentes pour la population, pour évaluer et voir comment était le processus d'évaluation, etc. Il me semble que ceci est très important pour garantir que les personnes, les communautés sachent tout ce qui passe de notre côté. Nous allons attendre la publication des cas et la révision que l'OMS fera si le producteur le demande et demande d'être inclus comme étant un vaccin qui aura l'autorisation d'utilisation d'urgence. En ce moment, il ne l'a pas encore. Donc, voici une invitation pour que si vous pouvez publier les données et faire cette demande auprès de l'OMS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Nous passons à une question qui nous vient du Mexique. Mélina Ochoa, reporter de UNO TV, nous demande « Situation au Mexique, on signale une accélération de la propagation du variant Delta dans certains États avec une résurgence. Y a-t-il une alerte pour ce variant au Mexique ?» Docteur Mendes, merci beaucoup pour cette question qui nous vient du Mexique. Je voudrais dire que le Mexique, à travers de INDRE, a des contrôles vraiment très formidables ou un suivi, disons plutôt. Nous avons réussi à détecter plus de 15 variants qui ont circulé dans le pays, y compris alpha, delta et gamma, qui a été détecté jusqu'à présent dans 3 États en particulier, en Baja California, ville du Mexico, et une autre dans la ville de Mexico. Il y a eu beaucoup de détections et nous avons détecté d'autres variants qui circulaient au préalable. Il faut par conséquent conserver une surveillance génomique très articulée pour pouvoir suivre depuis le début une augmentation de cas ou des changements dans les manifestations de la maladie. C'est ce que je voulais vous dire au sujet de ce variant au Mexique. Merci beaucoup, docteur. Et la question suivante nous vient de Vego Arias de Telemundo en anglais. En ce qui concerne les orientations de l'OPS pour les masques en intérieur, pour les variants Delta de la COVID-19, quelle est la recommandation de l'OPS? Merci pour cette question. Je crois qu'il est très important que ce type de questions soit abordé puisqu'il existe des situations très variées dans les pays, dans le monde entier. Il y a des pays dans lesquels
qui atteignent plus de 50% de population vaccinée, alors que dans d'autres, c'est encore la lutte pour atteindre 1 à 2% de la population totale. Il y a des pays dans lesquels la transmission est contrôlée et elle est en diminution de façon très durable en 8 à 10 semaines, alors que dans d'autres pays, le nombre de cas est encore très important en augmentation. Donc la recommandation de l'OMS, avec laquelle nous sommes tout à fait d'accord, c'est que nous ne pouvons pas penser que le début de la vaccination est égal à au fait d'assouplir les mesures de santé publique de protection. Le contrôle de la transmission va requérir une couverture de vaccination d'à peu près 70% de la population. Donc, tant que nous augmentons le taux de couverture de la vaccination, il est important de maintenir les mesures de santé publique dont nous savons qu'elles fonctionnent, qu'il est d'ailleurs utilisé. Bien sûr, ce sont les autorités nationales et locales qui peuvent faire une évaluation sur la situation précise dans une ville, un État, une région pour adopter des recommandations, mais en général, pour tous les pays, il est important que les gens conservent leur masque, continuent à respecter la distanciation sociale et évitent les foules dans des espaces clos. Même les gens qui ont été vaccinés doivent maintenir ces mesures parce qu'aucun vaccin, et cela, c'est pas seulement les vaccins contre la COVID-19, mais tous les vaccins ne sont en aucun cas efficaces à 100%. Donc, même les gens qui ont été vaccinés, si dans la ville dans laquelle vous vivez, ou l'État dans lequel vous vivez, dans le pays dans lequel vous vivez, il y a une transmission communautaire qui est forte, vous devez continuer à porter le masque. Merci. Merci beaucoup, Dr Barbosa. La question suivante nous vient de deux journalistes qui nous viennent de Blanca Milassin sur le Mexique, qui nous demandent sur l'augmentation de cas au Mexique, dans plusieurs États, nous avons des rapports au sujet de l'augmentation des cas. Docteur Ugarte, pouvez-vous répondre à cette question au sujet du Mexique? Merci. Oui, nous avons observé des augmentations de rapports de nouveaux cas de COVID-19 au Mexique ces dernières semaines, une grande augmentation. Et à cause de cela, le gouvernement a décidé de passer l'alerte orange à plusieurs États. Et certains États sont au rouge, donc plusieurs États peut-être vont passer à l'alerte rouge. Plusieurs États comme Quintana Roo, Cancún, en Baja California Sud, nous avons observé une augmentation de cas dans la ville de Mexico. Cette dernière semaine, ont été reportés le double de cas qui avaient été rapportés la semaine précédente. Bien que les chiffres et les proportions soient significatives, en réalité, nous sommes encore très loin du nombre de cas que nous avions au mois de janvier de cette année. Par conséquent, qui était le pire moment de la pandémie au mois de janvier. Cela ne veut pas dire que nous devrions déduire ou réduire plutôt les mesures de santé publique. C'est un signe qui nous montre qu'il est nécessaire de mettre en œuvre toutes les mesures, y compris la détection plus active de cas. Et comme nous l'avons dit plusieurs fois, l'isolement des cas suspects et l'augmentation, etc. Donc, cette surveillance, y compris la surveillance des variants que l'on a mentionné pendant cette conférence, sont les pas à suivre pour pouvoir freiner la transmission au Mexique et dans d'autres pays de la région. Merci. Merci, docteur. La question suivante
nous vient de Chris Vilches du Comercio au Pérou qui nous dit les personnes vaccinées avec les doses Sinopharm doivent-elles recevoir une troisième dose de rappel contre les variants plus contagieux tels que Delta? Elle dit que l'Association médicale péruvienne demande que la troisième dose de rappel provienne de Pfizer et non de Sinopharm. Est-ce possible, Dr Barbosa? Merci de cette question. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de soucis concernant les nouveaux variants, mais d'abord, il est important de dire que les mesures de protection continuent en vigueur pour tous, pour le virus original et pour tous les variants. Donc, il est important de garder ces mesures, d'appliquer ces mesures. Deuxièmement, le groupe d'experts stratégiques, le CJ de l'OMS, revoit toutes les semaines les évidences que nous avons au sujet de l'efficacité des vaccins pour les nouveaux variants, au sujet de la possibilité de combiner des doses de différents vaccins et lorsqu'il y a des évidences suffisantes, transmet de nouvelles recommandations. Jusqu'à présent, il n'y a pas de recommandations pour la troisième dose pour ces variants. Nous n'avons pas d'évidence qui puisse justifier ceci. Et dans une situation de pénurie de vaccins, ceci peut faire en sorte que les personnes les plus vulnérables aient besoin de doses. Donc, ce qui est important, c'est de garantir la vaccination et de garantir que même les personnes qui sont vaccinées avec n'importe quel vaccin, s'il y a une transmission sévère communautaire dans la ville, il y a et effectivement, il y a beaucoup de transmission dans les villes d'Amérique latine. C'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas porter le masque et également appliquer les autres mesures de protection. Jusqu'à présent, il nous semble qu'il s'agit des meilleures recommandations en se basant sur les évidences que nous avons jusqu'à présent. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre séance de presse d'aujourd'hui. Nous avons plusieurs questions liées à l'annoncement et l'envoi des vaccins de la part des États-Unis à des pays de la région. On nous demande Cyrilienne. Question de Steven Cyrillian de San Martin de la Associated Press. Ils veulent savoir plus de détails et plus d'informations que nous pouvons partager sur les dates concernant les livraisons de ces vaccins à travers COVAX et d'autres. Docteur Étienne. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Laissez-moi répondre à Steven et Jasper et les remercier pour cette question. Je voudrais vraiment commencer en réaffirmant notre gratitude envers les États-Unis pour ces dons généreux qui vont vraiment faire la différence dans certains des pays qui traversent une situation très difficile à cause de la COVID-19. Je le répète, l'Amérique latine et les Caraïbes ont été l'épicentre mondial de la pandémie depuis le début. Et des donations comme celle-ci sont un moyen efficace d'obtenir des vaccins qui sont indisponibles par les voies du marché et cela permet de les acheminer aux gens qui en ont besoin de façon désespérée. Donc, nous espérons vraiment que ces donations et ce soutien va être répliqué par d'autres pays développés pour que nous puissions étendre l'accès au vaccin le plus tôt possible. Travailler avec le mécanisme COVAX, les gouvernements, les fabricants et d'autres partenaires, nous avons réussi à livrer plus de 21 millions de doses à 31 pays en Amérique latine et aux Caraïbes. Mais la réalité, c'est que nous manquons encore beaucoup de vaccins en termes de quantité. Honduras a été le premier pays à recevoir des doses données par les États-Unis à travers le mécanisme COVAX. 1,5 million de vaccins sont arrivés dimanche dernier, je l'ai dit, et des millions sont en chemin et seront livrés dans les prochains jours. Environ 6 millions de doses ont été attribuées à l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, à plus de 15 pays, y compris le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Costa Rica, le Pérou, l'Équateur, le Paraguay, la Bolivie, le Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama, Haïti et d'autres pays de la communauté CARICOM, ainsi que la République dominicaine.
Le fonds rotatif de l'OPS travaille d'arrache-pied avec les gouvernements des États-Unis et les gouvernements des pays bénéficiaires pour garantir qu'à travers COVAX, les vaccins vont être acheminés de façon rapide, sûre et prêts à la vaccination. Dans le cas du fonds rotatif de l'OPS, depuis plus de 40 ans, ce fonds a permis l'accès à des vaccins de qualité et sûrs et à des prix abordables pour 42 États membres des Amériques. Et il a contribué à la durabilité de programmes d'immunisation nationaux et a permis d'éviter plusieurs de maladies transmissibles. Donc, soutien logistique de l'OPS et une passerelle entre les fournisseurs et les donateurs pour que les vaccins sont transportés de la façon la plus rapide. Donc, nous aidons effectivement les pays à se préparer et à recevoir les vaccins et à déployer leur campagne de vaccination juste après. La livraison de vaccins au milieu d'une épidémie, c'est une opération très complexe et l'OPS acquiert, emmagasine de l'expérience sur les aspects techniques, le soutien technique pour aider les États membres à avoir un accès à ce vaccin. De plus, en plus des États-Unis, nous discutons avec le Canada, avec l'Espagne et d'autres partenaires pour garantir plus de donations et pour les acheminer à nos pays le plus vite possible. Le stock actuel mondial est très réduit, donc ces donations sont la solution à court terme pour protéger les pays les plus exposés d'Amérique latine et des Caraïbes. Franchement, nous l'avons déjà dit, mais l'accès au vaccin de la COVID-19 ne devrait pas être un privilège d'une petite quantité de gens, mais un droit dont nous devrions tous bénéficier. Merci d'avoir assisté à cette conférence de Merci presse. beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez obtenir plus d'informations au sujet du COVID-19 sur notre page web de l'OPS, www.pao.org. Et nous voulons également profiter pour vous inviter demain à participer à une conversation en direct sur nos réseaux sociaux sur des variants. Nous avons reçu beaucoup de questions à ce sujet aujourd'hui et demain à 14 heures, heure de Washington, D.C., nous aurons cette session avec le docteur Jairo Méndez Rico, avec d'autres experts de l'Institut de santé publique du Chili à 2 heures. À 14 heures, nous vous attendons sur nos réseaux sociaux et envoyez-nous les questions que vous avez à nous poser au sujet des variants. Pour aujourd'hui, nous terminons ici et nous continuerons bientôt. Merci beaucoup.